Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur l'impact de la crise sanitaire sur les salariés du secteur de l'ingénierie et du numérique. Je suis Fabrice Enferth, consultant au sein du cabinet Syndex, et vont animer aujourd'hui ce webinaire avec moi Catherine Guillon, Christelle Prévitali, Yann Dréau et Paul Motte. Paul et moi, on présentera alternativement les différentes parties de ce webinaire. Donc, nous appartenons tous au pôle IT de Syndex, qui a pour vocation de réaliser une veille sectorielle sur les secteurs de l'ingénierie et du numérique. Donc, on va dérouler ensemble cette présentation. Elle se divise en plusieurs parties. D'abord, on va réaliser un état des lieux des secteurs du numérique et de l'ingénierie en France post-crise sanitaire. Ensuite, on rebalayera ensemble les différents dispositifs à disposition des directions pour faire face aux aléas économiques qui découlent de la crise sanitaire. Et on aura également dans ce cadre des retours d'expérience à vous faire du fonctionnement de ces dispositifs dans un certain nombre d'entreprises qu'on a déjà pu accompagner. Et puis, on parlera aussi, on essaiera aussi de se projeter dans l'avenir, puisque en fait, les conséquences de la crise sanitaire percutent aussi l'évolution des compétences et des métiers. Et puis, on ira une nouvelle fois sur des dispositifs de transition qui ont été récemment proposés par l'État aux entreprises de façon à pouvoir faire face aux difficultés qui peuvent être les leurs dans la situation actuelle. Donc, alors, on aura bien évidemment des temps d'échange, éventuellement au terme de chacune des parties, ou bien encore à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poster vos questions dans le chat, éventuellement à nous interrompre ou à garder votre question pour le temps d'échange qu'on aura en fin de partie et en fin de webinaire. Alors, nous allons commencer tout de suite en réalisant un rapide état des lieux des secteurs de l'ingénierie et du numérique en France. C'est donc la toute première partie de ce webinaire. État des lieux du secteur en France. Donc, sur ce premier slide, nous avons des chiffres qui nous sont communiqués par le Fonds monétaire international. On voit bien évidemment qu'en 2020, la croissance économique a été stoppée net et on a même assisté à une décroissance des produits intérieurs bruts globalement au niveau mondial et aussi pour la plupart des pays de la zone euro et également aux États-Unis. Donc, vous voyez qu'en France, le PIB s'est contracté de quasiment 10% en 2020. Et chose notable, 2021 serait la première année de retour à la croissance économique, puisque vous voyez que le FMI table sur des niveaux de croissance qui vont de 2% au Japon à 6% pour la France. Donc 2021, un retour à la croissance économique. Alors on ne réatteindra pas immédiatement les niveaux pré-crise, mais en tout cas, c'est effectivement une sortie de crise qui se dessine. Alors là, sur cet autre slide, vous pouvez avoir un aperçu en fait de l'évolution du marché du numérique. Donc là, on n'est pas chez les ingénieristes encore, on est chez ça concerne les acteurs du numérique. Et donc, vous voyez que ce secteur se subdivise en conseils et services informatiques, ce sont les ESN, en conseils et technologies. En édition de logiciels, le conseil en technologie, ce sont les ingénieristes, donc on en parle bien ici, les éditeurs de logiciels. Et puis, on a effectivement une moyenne pondérée. Donc, vous voyez que ces dernières années, on avait globalement un secteur qui était très, très porteur, puisque depuis 2015, on avait de très forts taux de croissance, de l'ordre de 5 à 6% par an. Vous retrouvez bien évidemment en 2021 la très forte chute du marché. Alors, ce qu'on voit de façon très notable, c'est que les ESN ont effectivement relativement souffert en 2020 avec une contraction du marché de l'ordre de 4%. Mais ce que vous voyez surtout, ce sont vraiment
les activités de conseil en technologie, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi les ingénieristes, Alten, Altran, AK par exemple, pour en citer quelques-uns, qui ont eux vraiment traversé une très forte zone de turbulence, puisque vous voyez qu'en 2020, on a un marché qui s'est contracté de l'ordre de 12%. Donc c'est vraiment une très très forte baisse. Et les éditeurs de logiciels, eux, en sortent plutôt bien, puisque sur ce marché-là, on a toujours une très très légère croissance. C'est infime, hein, on le distingue à peine sur la représentation. Mais effectivement, les éditeurs de logiciels ont pu éviter la décroissance du marché. Donc une vraie distinction à faire dans l'analyse, notamment entre les ESN qui ont limité les dégâts et les ingénieristes qui sont bien plus affectés. Alors, sur ce slide-là que vous pourrez lire, hein, les sociétés d'ingénierie ont été effectivement les plus touchées par la crise, hein, c'est ce qu'on vient de voir. Et puis, effectivement, selon leur degré d'exposition à la demande internationale, hein, c'est-à-dire à la composition du portefeuille client, selon qu'elles étaient plus ou moins actives dans certains secteurs, hein, on pense typiquement à l'aéronautique et à l'automobile. En fonction de ces paramètres, les différents acteurs s'en sont plus ou moins bien sortis, hein, donc ça, c'est un élément à avoir. Là, on rappelle, hein, dans le slide qu'on a des sociétés d'ingénierie qui ont pu enregistrer des baisses de chiffre d'affaires allant jusqu'à moins 35%, notamment pour les acteurs actifs sur les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile qui, comme chacun sait, ont été tout particulièrement touchés par la crise sanitaire. Alors, en 2021, ça c'est le constat qu'on faisait pour 2020, en 2021, on a une activité qui va repartir, qui repart déjà pour les ESN. C'est plus nuancé du côté des ingénieristes. On a quand même sur le slide que vous voyez le Syntec qui nous donne une prévision de croissance globale pour les ingénieristes en 2021, une prévision 2021 à 3,3%. En revanche, tous les acteurs ne seront pas logés à la même enseigne. Et sur la partie droite de l'infographie, vous pouvez lire que selon, encore une fois, les secteurs sur lesquels vous êtes positionné, votre capacité à rebondir en tant que société d'ingénierie va être différente. Les acteurs qui ont comme clientèle notamment les activités de santé et de pharmacie devraient avoir ou ont déjà un redémarrage un peu plus fort, encore une fois, que les acteurs qui vont plutôt être dépendants d'un portefeuille dans l'aéronautique ou éventuellement dans l'énergie. Donc, effectivement, on a des nuances, hein, entre les différents acteurs de l'ingénierie. Alors, il n'en reste pas moins, et ça c'est aussi vrai pour les ESN que pour les ingénieristes, qu'on est quand même dans des difficultés transitoires dont les ESN vont commencer à voir le bout en 2020. Il est probable que ce soit peut-être un peu plus long pour certains ingénieristes, comme on vient de le voir, mais globalement, les fondamentaux du marché restent positifs et on peut estimer que à horizon 2022 ou peut-être 2023, pour les ingénieristes qui connaîtraient le plus de difficultés, on devrait quand même voir un retour aux projections de croissance qui étaient faites avant la crise sanitaire. Donc on reste quand même pour l'instant sur une crise qui ne devrait pas être une crise durable. Alors c'est d'ailleurs un peu ce que nous dit le Syntec, hein, qui est l'organisme patronal, hein, qui suit le secteur d'activité des ESN, des ingénieristes et des éditeurs de logiciels. Vous voyez que sur ce graphique, globalement, la tendance est à une nouvelle croissance, certes encore modérée en 2021, mais on voit qu'il y a un certain nombre de segments d'activité, des activités voilà, de l'ensemble du marché des ESN, conseils en technologie et éditeurs de logiciels, qui sont attendus dans une nouvelle croissance à partir de 2021. Donc ça, c'est pareil, c'est des données que vous pourrez prendre connaissance plus avant par la suite. Et vous voyez, je vous parlais du cloud, et ici sur ce slide, on a des données qui concernent
spécifiquement l'activité cloud. Et vous voyez que, effectivement, ce fort développement du cloud va continuer à être le moteur, était déjà le moteur de la croissance du marché avant la crise sanitaire et va continuer à en être le moteur post-crise sanitaire. Et là, vous avez un certain nombre de données chiffrées qui représentent bien effectivement à quel point le cloud aujourd'hui est un vecteur de traction en fait, de la croissance de l'activité. Et puis, bien sûr, ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez en tête. On continue bien évidemment à parler de transformation numérique. Et cette transformation numérique, elle est un vecteur d'opportunité pour l'ensemble des acteurs IT. C'était le cas avant la crise, ça va continuer à être le cas post-crise. Et ici, on vous propose un certain nombre de vecteurs en fait, de croissance que vous pourrez retrouver effectivement post-crise sanitaire. Voilà, donc on a essayé de faire un tour d'horizon assez rapide de ce qui se passe aujourd'hui, des grandes tendances de fond sur le secteur. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est vraiment là pour avoir des échanges sur ces différents sujets. On a prévu un temps d'échange, donc soit à l'oral, n'hésitez pas, ou par chat. Oui, peut-être préciser que n'hésitez pas au fil de la présentation à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure où elles vous arrivent en tête, ce qui permet de les regrouper en fin de présentation. Et on a prévu effectivement qu'à chaque fin de partie, on prenne un temps pour répondre aux questions qui vous viennent. Voilà. Bon, là, on est sur des constats un petit peu généraux. Peut-être que la plupart d'entre vous avaient déjà ces éléments en tête, donc on peut aussi poursuivre. Voilà, mais vraiment, encore une fois, n'hésitez pas. Vous avez le chat aussi, si vous êtes plus à l'aise par chat. OK. Bon. De toute façon, vous nous interrompez, vous n'hésitez pas à lever la main. Voilà, s'il n'y a pas forcément de questions à ce stade, je vais passer la parole à Paul. Et puis, si vous souhaitez revenir sur des éléments qu'on a vus, voilà, n'hésitez pas. Je t'en prie, Paul, je te passe la main pour continuer. Ouais, donc on va aborder là les dispositifs les dispositifs qu'on va qualifier de sociaux et ou de restructuration qui ont été activés face à ces chamboulements là qu'a présenté Fabrice et qui sont encore activés et qui vont probablement être encore activés dans les prochains mois. Alors, bon, on a slide suivante là un petit schéma dont l'idée en fait est bien d'expliquer que les dispositifs qui vont être activés dépendent évidemment en fait de la situation dans laquelle vont se trouver les entreprises. Et c'est aussi la logique un petit peu des ordonnances Macron d'avoir développé des nouveaux outils finalement de restructuration qui ont été pendant la crise complétés par le dispositif spécifique d'APLD, d'avoir toute une palette d'outils sociaux et de restructuration pour que les employeurs puissent, on va dire, adapter la réponse à leur situation. Alors, on peut en quelque sorte évoquer une gradation, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui vont traverser des difficultés passagères liées à la crise sanitaire, mais qu'on peut considérer comme absorbables compte tenu de leur bonne santé financière. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est qu'a priori, il n'y a pas d'outils de restructuration nécessaires et que finalement, les actionnaires, les cadres dirigeants peuvent absorber la situation financière de l'entreprise, peut absorber effectivement le petit choc. Donc, il faut toujours aussi avoir en tête effectivement cette situation, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une baisse d'activité que la restructuration est obligatoire. Donc, pour ça, évidemment, il faut que les représentants du personnel aient une vision quand même éclairée de la situation économique et financière de leur entreprise, de leur groupe. Ensuite, et ce qui est assez fréquent dans votre secteur, c'est qu'on a des difficultés conjoncturelles qui vont déstabiliser momentanément l'entreprise, mais qui, en tout cas, on peut le penser, vont disparaître avec la sortie de la crise. Donc, effectivement, là, la réponse qui paraît plutôt adaptée,
c'est une réduction temporaire de l'activité avec un financement de cette réduction d'activité par la collectivité, avec les dispositifs que vous connaissez d'activité partielle qui a été complété là, par la PLD, qui est vraiment un dispositif créé pour ce type de cas de figure. Après, on peut avoir le cas de difficultés conjoncturelles, mais qui peuvent déstabiliser durablement l'entreprise. Hein, c'est parfois le cas. Et donc, effectivement, là, on peut penser plutôt à une réponse qui va aller sur des efforts, alors on met beaucoup de guillemets dans efforts, des salariés qui peuvent être limités dans le temps, qui peuvent être plus ou moins durables. Et là, les outils plutôt adaptés à ces réponses, eh ben, c'est un accord de performance collective hein, on va expliquer ce que ça recouvre, et ou des dispositifs d'activité partielle. Et puis, on a le dernier cas, hein, qui est effectivement, finalement, les entreprises qui sont confrontées à la crise, à des difficultés conjoncturelles, mais qui étaient déjà, finalement, aussi confrontées auparavant à des difficultés structurelles, en fait, qui vont être aggravées par la crise sanitaire. Et donc, c'est là où, effectivement, de notre point de vue, plutôt seulement dans ce cas de figure, que va se poser véritablement la question des suppressions d'emplois, où là, les outils qui peuvent être mis en place, hein, c'est la mobilité externe, éventuellement dans un accord de GPP, ou une rupture conventionnelle collective, ou, on va dire en dernier ressort, un PSE avec éventuellement un volet départ volontaire. En fait, on présente ce slide-là parce que ce qui nous semble important de dire, c'est que finalement, et ça, c'est assez nouveau depuis 1 ou 2 ans, c'est que le dialogue social, aujourd'hui, il doit aussi porter sur le choix de l'outil social ou le choix de l'outil de restructuration. C'est-à-dire qu'auparavant, vous avez votre employeur qui arrivait avec un PSE sur la table et la négociation portait en fait sur le contenu du PSE. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il doit y avoir finalement une phase préalable de négociation et la négociation, elle va porter sur, face à la situation que traverse l'entreprise, quel est l'outil adapté hein. Et donc ça, effectivement, c'est assez nouveau. Ce n'est pas forcément simple d'ailleurs parce qu'on a des outils qui sont divers, qui sont complexes, mais il faut avoir en tête que finalement, en quelque sorte, c'est un nouveau champ du dialogue social et de la négociation, c'est la question du choix de l'outil social et ou de restructuration qui va être mis en œuvre dans une situation de crise plus ou moins sévère. Et là-dedans, en fait, ce qui est important, ce qu'on constate, hein, nous, c'est que systématiquement, les employeurs ont plutôt tendance à aggraver la situation. Vous voyez, c'est le petit poids qu'on a décidé, c'est-à-dire qu'ils dépeignent une situation toujours souvent plus grave qu'elle ne l'est en fait en vérité. Et donc, en fait, pour peser sur l'activation d'outils de restructuration plus lourds, c'est-à-dire plutôt des outils de type PSE, RCC ou APC, plutôt que sur des outils plus légers de type activité partielle, voire effectivement une simple absorption par l'entreprise et par la situation financière de l'entreprise. Et donc, il y a vraiment ici aussi un rôle important des IRP, hein, les petits ballons qui vont alléger la situation, de redresser le diagnostic et de montrer en fait la vérité de la situation. Parce que c'est en ayant finalement ce bon diagnostic de la situation d'entreprise que le choix de l'outil de restructuration, que le choix de l'outil social sera véritablement pertinent. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est clair là, du coup, ce qu'on explique. Je vois une question. Ah oui, alors cette question-là de Serge est peut-être plus pour toi, Fabrice, spécialiste du secteur. Est-ce que l'incendie du data center en Belgique va impacter l'attraction du marché par le cloud? Oui, j'étais en train en fait de rédiger une réponse à l'écrit à Serge, mais tu as raison, à l'oral, c'est bien aussi. Non, alors je ne sais pas, Serge, à quel incendie tu fais référence, peut-être à ce qui s'est passé pour OVH, l'hébergeur OVH, qui a connu des problèmes avec des data centers. Mais de toute façon, le marché du cloud, la tendance vers le cloud, c'est vraiment une tendance de fond, c'est une tendance très lourde du marché. Donc même en fait, un incendie ou un événement ponctuel de ce type-là n'aura pas d'effet à long terme. Hein. C'est vraiment une tendance très très lourde des choix en fait en termes de système d'information de la part des entreprises. Alors sur cet aspect un petit peu choix des différents, enfin choix, en tout cas palette des différents outils sociaux de restructuration. Est-ce que vous avez des premières réflexions, des remarques avant qu'on entre peut-être davantage dans le détail de ces différents outils?
C'est bon pour tout le monde. Fabrice, du coup, je te propose qu'on passe à la slide suivante. Alors, par rapport au slide précédent, finalement, qui s'applique à l'ensemble des secteurs, on a quand même, là, sur les secteurs ingénierie, ESN, éditeur de logiciels, des problématiques qui sont assez spécifiques. En fait, ce qu'on voit dans le secteur, et Fabrice l'a très bien présenté, c'est un creux d'activité, un creux de chiffre d'affaires qui peut être effectivement assez net dans certains, notamment dans l'ingénierie et dans certaines entreprises, sachant que vous êtes dans un secteur où en fait l'essentiel des charges sont des charges salariales, de la masse salariale en fait. Donc le premier levier finalement pour les entreprises du secteur pour alléger leur structure de charge, c'est finalement jouer sur la masse salariale, donc réduire les postes, et souvent ce qui a été traduit par les employeurs par supprimer des postes. Mais sachant qu'il y a aussi un autre enjeu en fait, qui est important et auquel les employeurs sont évidemment très sensibles, c'est la question en parallèle de la réduction de la masse salariale, du maintien de compétences sensibles et stratégiques qui vont être véritablement, on en reparlera tout à l'heure, importantes effectivement lors de la reprise qui se dessine déjà. Voilà. Donc du coup, il va y avoir une réflexion quand même d'activer des dispositifs qui permettront à la fois de réduire sur un terme plus ou moins long en fait, la masse salariale, tout en permettant sur le long terme de garder les compétences stratégiques, voire de transformer les compétences. Et c'est là en fait qu'il faut voir que ces différents outils de restructuration vont avoir leur rôle à jouer dans ce double enjeu de réduire momentanément sur un temps plus ou moins long la masse salariale et de préserver, de transformer les compétences stratégiques. Alors, dans ces différents outils, on a d'abord les dispositifs d'activité partielle, hein, donc l'activité partielle classique, et puis qui a été complétée, ça fait bientôt un an, là, en juillet 2020, par le dispositif d'activité partielle de longue durée, ou qui s'appelle aussi ARME, hein, activité réduite pour maintien dans l'emploi. Voilà, donc c'est des dispositifs qui ont pas mal de points communs, hein, l'idée étant effectivement une réduction de l'activité d'un certain nombre de salariés avec une prise en charge par la collectivité d'une partie du coût de la masse salariale via en fait le versement à l'employeur d'une allocation, et l'employeur de son côté a une obligation d'indemniser le salarié lorsque celui-ci est en activité partielle ou lorsqu'il est en APL. Donc beaucoup de points communs. En fait, les principales différences, on va y aller rapidement, c'est à la fois sur le niveau d'indemnisation qui est alors plus ou moins similaire actuellement autour à 70%, mais sachant effectivement que le régime d'activité partielle doit basculer prochainement. Alors, à chaque fois, effectivement, la date de bascule a été repoussée. Hein, il doit passer de 70 à 60%, alors que sur la PLD, c'est 70% et que ça va être maintenu dans 70%. Et puis, on a des accords de branche aussi, et notamment, c'est le cas pour Syntec, qui ont des dispositions plus favorables, avec notamment pour Syntec un niveau moyen de 82%, c'est-à-dire un maintien qui est proche du net, en fait, hein, puisque là, on parle du brut. L'allocation qui est versée à l'employeur est la même, et puis un élément vraiment différent, c'est que la PLD en fait, va pouvoir s'appliquer sur un terme quand même relativement long, c'est-à-dire 2 ans, alors que l'activité partielle, désormais, c'est uniquement 3 mois renouvelables une fois. L'individualisation, elle est possible hein, sur l'activité partielle s'il y a un avis conforme du CSE ou un accord, alors qu'elle n'est pas possible sur la PLD. Donc, c'est éventuellement, on va avoir un frein hein, pour certains employeurs, effectivement, qui ne vont pas choisir la PLD. Autre grande différence, c'est le taux de réduction horaire de travail pour chaque salarié concerné. L'activité partielle classique, en fait, elle peut finalement mettre une activité partielle totale à un salarié, c'est-à-dire qu'un salarié, sur la période convenue, va se retrouver en arrêt complet d'activité, alors que sur la PLD, on a une réduction du temps de travail, hein, de l'activité qui est au maximum de 40%, qui peut aller jusqu'à 50% avec une autorisation spécifique de la directe.
Et puis, on a une grande différence aussi, encore, c'est sur la question de l'engagement du maintien dans l'emploi et la formation. Il n'y a pas d'engagement obligatoire dans le cadre de l'activité partielle, alors qu'il y a un engagement dans la PLD qui doit être notamment formalisé qui est formalisé dans l'accord de branche ou dans les accords d'entreprise, et qui peut donner, si cet engagement de maintien dans l'emploi n'est pas respecté, ça peut donner lieu à des sanctions financières. Voilà, sur l'activité partielle longue durée. C'est vrai que, notamment l'activité partielle longue durée, par rapport à ce qu'on se disait, bon, elle coche quand même un petit peu toutes les cases, hein. C'est-à-dire qu'elle permet, sur une période qui peut aller jusqu'à 2 ans, de réduire significativement la masse salariale de l'entreprise, tout en maintenant les salariés dans l'entreprise et donc tout en maintenant les compétences, voire en permettant la transformation de ces compétences, puisque la PLD permet effectivement l'activation de dispositifs de formation. Donc, c'est vraiment un outil, mais qui semble vraiment bien adapté aux problématiques du secteur. Et c'est clair, hein, ce qu'on porte aussi, c'est que finalement, avant qu'une direction propose un APC et surtout un PSE, il nous semble important effectivement de remettre sur la table ce dispositif d'APLD. Alors, on a ensuite un autre dispositif qui est l'accord de performance collective, hein, qui est effectivement, dans l'esprit de la loi, un dispositif qui vise aussi à maintenir l'emploi et les compétences, mais là, qui va se jouer quand même au détriment des conditions d'emploi des salariés. Donc, l'APC, il faut le rappeler, hein, c'est un dispositif introduit par les ordonnances qui va prendre le relais et fusionner en fait d'anciens dispositifs, hein, notamment tout ce qui est accord de mobilité, accord de maintien dans l'emploi et puis accord de préservation et développement de l'emploi. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'APC, c'est un dispositif qui permet de modifier des éléments essentiels du contrat de travail sur l'accord du salarié. Donc, c'est-à-dire que l'accord pour la modification d'un élément essentiel du contrat de travail va basculer du salarié aux OS majoritaires, hein, puisque du coup, pour que l'APC puisse être mise en œuvre, il faut un accord majoritaire, donc avec des OS signataires qui pèsent plus de 50%. Et donc, modifier un élément essentiel du contrat de travail, c'est quelque chose de significatif, hein, parce qu'on vous rappelle, des éléments essentiels du contrat de travail, vous en avez 4. Vous avez le contenu du travail, le contenu du poste et donc le niveau de qualification. Vous avez le temps de travail, vous avez le lieu de travail et vous avez la rémunération, donc à la fois son montant et sa structure. Donc ça, c'est les 4 éléments essentiels du contrat de travail et l'APC va permettre de modifier ces éléments essentiels sans l'accord du salarié, hein, mais du coup uniquement avec l'accord des OS majoritaires qui vont signer finalement l'APC. Et si en fait le salarié refuse de se voir appliquer les dispositions du contrat de travail, hein, de l'APC, à son contrat de travail, il va pouvoir être licencié. Et ce n'est pas un licenciement pour motif économique, hein, c'est un licenciement pour un motif qu'on appelle sui generis, c'est-à-dire qui est intrinsèque à l'APC. Voilà, donc c'est effectivement quelque chose d'assez qui peut être assez lourd. Et donc, on comprend bien effectivement qu'il y a un enjeu très fort de négocier un APC qui va associer un véritable engagement de maintien dans l'emploi, hein, qui va être la contrepartie aux modifications des conditions d'emploi. Et puis aussi une négociation qui va limiter quand même les impacts négatifs en termes de conditions d'emploi. Et surtout, une négociation qui va borner en fait les dispositions de l'APC et les impacts de l'APC dans le temps. Là, ce qui est effectivement important dans le cadre d'une négociation d'APC, c'est de négocier avec l'employeur un bornage dans le temps des impacts de l'APC. Hein. Par exemple, si c'est une diminution des rémunérations, c'est bien de borner dans le temps cette baisse des rémunérations. Et par exemple, une solution, hein, si votre employeur vous dit en fait, moi je suis désolé, mais je ne sais pas quand la situation va s'améliorer, donc je ne peux pas m'engager sur un bornage temporel des dispositions de mon APC, c'est par exemple dans l'accord de lier l'application des dispositions à ce qu'on va appeler une clause de retour à meilleure fortune. C'est par exemple de dire quand l'activité sera passée au-dessus de tel seuil ou quand le résultat opérationnel de l'entreprise va repasser au niveau de tel seuil, les dispositions de l'APC vont tomber et on va retourner à la situation antérieure, par exemple en termes de temps de travail, de rémunération, etc. Donc c'est un dispositif effectivement qui permet de maintenir l'emploi,
s'il y a un engagement de maintien dans l'emploi dans l'accord, ce qui n'est pas obligatoire. Et il faut être vigilant, effectivement, à ce que ça ne soit pas un accord qui entraîne des modifications définitives des conditions d'emploi. Donc, quelque chose qui peut fonctionner, mais à manier avec beaucoup de précautions parce que les effets, les impacts peuvent être lourds pour les salariés. On a ensuite, alors là, je vais être très rapide, hein, les dispositifs de rupture conventionnelle collective, où là, on va avoir un dispositif qui va entraîner des départs volontaires hors PSE, hein, et là aussi, qui va pouvoir être mis en œuvre après un accord majoritaire des organisations syndicales, sachant que les RCC, les départs qui sont dans les RCC, c'est uniquement des départs volontaires et pas des départs contraints. Hein, c'est vraiment un élément important. En fait, c'est un cadre particulièrement souple pour les employeurs, parce que vous n'avez pas de PSE, vous n'avez pas d'information consultation du CSE, il n'y a pas de mesure d'accompagnement minimale et c'est globalement un dispositif assez souple. Voilà. Alors, par contre, c'est un dispositif qui est assez dangereux hein, du point de vue effectivement des conditions de travail parce que l'employeur n'a absolument pas l'obligation de préciser l'organisation cible et on a souvent effectivement des conditions de travail qui débouchent des RCC qui sont quand même en général un peu, voire significativement détériorée, tout simplement parce que le sujet n'est pas abordé pendant la négociation. Et puis, on a des salariés qui vont effectivement quitter l'entreprise et qui peuvent déstabiliser souvent l'organisation et les conditions de travail. Alors, sachant qu'on ne va pas insister sur ce dispositif parce que c'est un dispositif qui est quand même un peu activé, mais pas forcément énormément dans votre secteur d'activité, et je pense notamment à l'ingénierie, parce que le marché quand même de l'emploi étant difficile hein, pour partie sur le secteur de l'ingénierie, les salariés ne sont pas forcément très attirés par les départs purement volontaires. Les employeurs le savent. Et comme effectivement la rupture conventionnelle collective va fonctionner si les salariés sont globalement volontaires à un départ, voilà, on a un outil qui peut activer, mais en tout cas, il existe et on le voit encore. Et ensuite, dernière étape, on a un outil, l'outil classique, hein, qui est le PSE, avec ses déclinaisons de PSE, plan de départ volontaire autonome. Alors, plan de départ volontaire autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est un PSE, mais pour lequel les modalités de départ sont uniquement des départs volontaires. C'est-à-dire que dans le PSE, l'employeur va s'engager à ne pas faire de départ contraint, mais tout le cadre légal et les obligations de l'employeur, dans le cadre d'un PSE PDVA, sont les mêmes que dans le cadre d'un PSE. Alors, dans un PSE, hein, la différence par rapport aux autres dispositifs, c'est que l'employeur a l'obligation de justifier d'un motif économique. Voilà, ça, effectivement, c'est un premier élément important. Et puis, autre élément, c'est que dans un PSE, depuis 2013, la direction peut ouvrir une négociation qui va porter alors, à la fois sur le contenu du PSE, c'est-à-dire notamment sur le nombre de suppressions d'emplois, et qui va obligatoirement porter sur les modalités d'accompagnement des salariés, c'est-à-dire les mesures de reclassement interne et les mesures de reclassement interne. Voilà, PSE, vous connaissez, c'est le dispositif classique hein, quand l'entreprise présente un projet de licenciement collectif pour plus de 10 salariés. Voilà. Point suivant, et ce qui rend la chose un peu plus compliquée, c'est-à-dire qu'en fait, on a vu, il y a un enjeu, c'est avant de lancer le processus de restructuration, éventuellement le processus de négociation ou d'information, consultation des IRP sur la mise en œuvre des dispositifs, il y a vraiment une phase de négociation sur quel outil, quel dispositif va être mis en œuvre. Et en fait, ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est que les dispositifs, en plus, on peut les combiner entre eux. Hein. Vous pouvez effectivement faire des combos APC plus APLD ou PSE plus APLD. Voilà. Et on peut même combiner activité partielle classique et APLD sur la même période si les dispositifs concernent des salariés différents. Alors, on peut combiner APLD et APC. C'est tout à fait possible et ça s'est vu. Et on peut aussi combiner PSE ou APLD. Alors, même si c'est un peu particulier et on va dire c'est un peu
transgressif par rapport à l'esprit de la loi, puisque du coup, l'objectif de l'APC est bien de maintenir l'emploi de l'ensemble des salariés. Mais c'est tout à fait possible, effectivement, de mettre en place concomitamment les deux dispositifs. Mais alors, chez vous, hein, compte tenu effectivement de l'accord de branche qui a été signé sur la PLD pour Syntec, ça passe obligatoirement par un accord d'entreprise, hein, puisque du coup, l'accord Syntec, en fait, interdit les licenciements économiques pour les entreprises qui ont signé ou qui mettent en œuvre un APLD. Donc, la seule possibilité dans ce cas-là pour les entreprises effectivement du Syntec de faire un PSE en parallèle d'un APLD, c'est bien de ne pas faire une simple décision unilatérale de l'employeur en plus de l'accord de branche, mais bien effectivement de négocier et de signer un accord d'APLD d'entreprise qui va introduire des dispositions dérogatoires par rapport à l'accord de branche et qui pourra introduire du coup la possibilité de mettre en œuvre un dispositif d'APLD en parallèle du PSE. Alors, sachant que normalement et dans tous les cas, un salarié concerné par l'activité partielle de longue durée ne pourra pas être licencié, hein. Donc, quand on a des dispositifs concomitamment, ça veut dire que ça concernera des salariés effectivement différents, le licenciement économique et la mise en activité partielle de longue durée. Alors, quelques retours d'expérience sur la mise en œuvre de ces dispositifs, hein, notamment APLD, APC et PSE, et parfois leur mise en œuvre conjointe. Hein. Donc, les enjeux et les points de vigilance. Alors, ce qu'on peut voir ici, hein, c'est qu'on a une mobilisation quand même forte des dispositifs d'activité partielle hein, par les entreprises du secteur. Dès le premier confinement, hein, c'est-à-dire avant même du coup l'existence et l'apparition de la PLD, où on a de l'activité partielle qui a été très très fortement mobilisée. Là, vous voyez les chiffres, hein, 78% des entreprises du secteur de plus de 250 salariés ont eu recours à l'activité partielle et 68% des entreprises de 50 à 249 salariés. Alors, les petites entreprises moins structurées ont eu moins recours aux dispositifs de soutien, alors que, en fait, paradoxalement, elles disposent d'une trésorerie plus faible. Mais effectivement, globalement, on voit qu'un certain nombre de gérants non salariés, en fait, n'étaient pas en position de mettre en œuvre ce dispositif compte tenu de leur mode de rémunération. Voilà, donc un dispositif à retenir d'activité partielle très fortement utilisé par le secteur et qui a très concrètement permis en grande partie au secteur de passer le cap, en tout cas le cap du premier confinement. Alors, les stratégies, elles ont été les mêmes hein, pour toutes les entreprises du secteur après le premier confinement, c'est-à-dire en partie mise sous cloche quand c'était possible, avec un fort recours à l'activité partielle. Mais au sortir de ce premier confinement, on a eu des stratégies un peu différentes. Donc, on a eu globalement des stratégies de réduction de l'emploi ou plus véritablement de la masse salariale. Et du coup, dans certains cas, qui ont débouché, dans de nombreux cas d'ailleurs, qui ont pu déboucher sur des PSE, éventuellement avec des volets départ volontaire, notamment dans l'ingénierie. Pour d'autres, et parfois ça s'est fait en parallèle, il y a eu cet objectif quand même de conserver les compétences, notamment les compétences stratégiques, avec du coup, effectivement, le déploiement de projets internes de recherche et innovation, voilà, et notamment dans tout ce qui était secteur aéronautique. Et ça s'est vu aussi dans l'automobile. Hein, du coup, en mobilisant les salariés en intercontrat sur ce type de projet, avec donc l'objectif de conserver les compétences, éventuellement de profiter des ressources disponibles pour faire avancer un petit peu les solutions qu'ils pouvaient proposer à leurs clients. Et puis, en fait, il y avait une dimension quand même importante, c'était de disposer de financements alloués par l'État, hein, qui étaient effectivement mobilisables
dans ces cas-là, notamment effectivement financement correct sur l'avion du futur, tout ce qui était FNE pour la formation des salariés. Et ce qu'on a vu beaucoup aussi, c'était la mobilisation du crédit impôt recherche. Bon. Et c'est vrai qu'on a vu là-dessus, et les salariés qu'on rencontrait nous disaient, parfois des projets de recherche-innovation voilà, dont le sérieux et la pérennité pouvaient poser parfois question et dont l'objectif premier, visiblement, était quand même de mobiliser du crédit impôt recherche. Donc c'est clair que la question se pose aussi sur ces projets-là de leur pérennité quand la reprise sera là et que les salariés seront mobilisés chez des missions chez des clients. Voilà. Et donc on a vu des stratégies ensuite qui ont été de restructuration, qui ont été complétées ou accompagnées par des dispositifs plutôt de maintien dans l'emploi avec une réduction de la masse salariale et notamment d'activité partielle et un peu d'activité partielle de longue durée. Mais c'est vrai que l'activité partielle de longue durée, finalement, a été quand même relativement peu mobilisée dans le secteur. Bon, c'était plutôt une surprise, voire une mauvaise surprise, sachant qu'effectivement, il y a un certain nombre de traits, de caractéristiques de la PLD qui ont pu effrayer les employeurs, notamment la question de l'engagement du maintien dans l'emploi, même si on a vu qu'il pouvait être très, très largement assoupli. Et puis, le fait que l'activité partielle n'était mobilisable qu'à 40 ou 50% au maximum. Et en fait, il y a eu clairement une concurrence de l'activité partielle classique, avec en fait des niveaux d'indemnisation et pour les salariés et puis d'allocation pour l'employeur qui étaient très similaires et qui faisaient qu'en fait, dans la balance coût-bénéfice pour les employeurs, l'activité partielle restait, on va dire, très concurrentielle par rapport au dispositif d'APLD. Alors, qu'est-ce qu'on a vu très concrètement en termes de dispositifs activés, négociés dans la broche Syntec? Donc, on a vu, alors quand même, bon, de l'AP et de la PLD. Hein. L'AP, on a vu l'activité partielle classique quasiment pour tout le monde, en tout cas dans le premier confinement. Et puis, on a eu quand même de la PLD alors chez Altran, chez AK, ou en tout cas AK, il y a toujours une négociation en cours, chez Expleo et chez Trigo Qualitaire. Chez Atos Aéronautique aussi, un accord des PSE. Voilà. Et puis, des dispositifs de suppression de postes, à la fois via les PSE, hein, du coup, des PDVA, donc des PSE sans départ contraint, et des ruptures conventionnelles collectives. Donc, on a eu ces dispositifs chez AK, chez Sogeclair, chez Trigo Qualitaire, chez Expleo. Hein, du coup, on a eu un PSE, puis on va voir qui a été associé à la PLD. Chez Atos Aéronautique, hein, du coup, un PSE qui a eu lieu finalement au lieu d'un APC qui avait commencé à être négocié. J'ai aussi, du coup, un accord de méthode, mais pour l'instant, pas de PSE ou de RCC signé. Chez IBM, un PSE qui va être remplacé par un plan de départ volontaire. Chez HP, une RCC. Et puis, chez T-Systems, un accord de méthode hein, pour négocier une procédure PSE qui est en cours. Donc, on voit, hein, tous les dispositifs ont été quand même activés, hein, donc la palette assez large, ont été utilisés à la fois PSE, PDVA, RCC, APC, et puis les dispositifs d'activité partielle classique et longue durée, avec du coup des combinaisons des deux dispositifs. Donc, on voit bien, hein, face à cette diversité, qu'il y a vraiment un enjeu de dire quel dispositif effectivement on applique et comment éventuellement les dispositifs on les associe ensemble. Hein. Et donc toute cette phase, on va dire, de discussion, de négociation sur le choix du dispositif et sur la combinaison du dispositif, avant de partir sur une négociation, une information, une consultation sur le contenu d'un dispositif ou d'un autre. Alors, petit zoom là chez 4 grands acteurs de l'ingénierie qui ont des profils quand même assez similaires, mais qui ont eu des stratégies différentes. Hein. Si on regarde Altran, Alka, Expleo et Alten. Alors Altran, du coup, a réorganisé ses effectifs avec la création au 1er janvier 2021 d'une nouvelle entité juridique
qui est le Toulouse Expertise Center, hein, le TEC, où en fait ils ont transféré 2000 salariés finalement comme fournisseurs internes de prestations pour les autres entités du groupe. Et puis la signature d'un accord d'activité partielle de longue durée, et par contre par les OS le refus de la signature d'un APC qui prévoyait quand même des baisses drastiques de rémunération. Et donc, un accord d'APLD, Christelle, corrige-moi si je dis une bêtise, mais qui va s'appliquer du coup à cette nouvelle entité, Toulouse Expertise Center. Sur ACA, alors ACA, ils ont ouvert une négociation pour signer un accord d'APLD, hein, avec pour objectif de signer un accord dérogatoire à l'accord de branche Syntec. Finalement, c'est un PSE qui va s'engager avec un objectif initial de 900 suppressions de postes. Mise en œuvre d'un certain nombre de projets de recherche qui a permis de sauvegarder certaines compétences et de limiter le nombre de suppressions de postes envisagés. Et en fait, ça concerne 5 filiales qui vont être touchées par des suppressions d'emplois, mais sachant qu'il y a une filiale spécifiquement qui est en égo aujourd'hui pour mettre en place un accord d'APLD. Sur Expleo, on a un PSE qui a été présenté et négocié de juillet à novembre 2020, qui visait initialement 1500 suppressions de postes, mais au cours de la négociation, en fait, a été introduit un accord d'APLD qui prévoit du coup une réduction du temps de travail avec la mise en place d'un accord d'APLD classique avec une réduction du temps de travail, une mise en chômage partiel des salariés, et aussi, pour certains salariés, du coup, un accord d'APLD associé à la mise en œuvre de formations qualifiantes. Et donc, un accord d'APLD qui a permis de sauver quand même plusieurs centaines de postes. Et là aussi, un accord dérogatoire, du coup, un accord d'APLD dérogatoire à l'accord Syntec, qui a permis, du coup, à l'entreprise de mettre en œuvre concomitamment PSE et APLD. Alten, enfin, compte tenu de la crise dans l'aéronautique, dans laquelle Alten est très, très présent, les informations effectivement qu'on a pu obtenir, c'est que Alten, en tout cas Alten Sud-Ouest, va licencier en cascade à Toulouse plus de 2000 salariés, et donc d'ailleurs avec un nombre de suppressions d'emplois qui augmente. Et là, a priori, pas d'outils plus soft en cours de négociation ou d'introduction, parce que, en tout cas, nos infos nous disent qu'on n'a pas de négociation d'accord d'APC ou d'APLD chez Alten. Voilà, je vois l'heure qui passe, donc je vais peut-être un peu aller relativement vite. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Sur la PLD, ce qu'on se disait effectivement, c'est qu'il y a un certain nombre d'employeurs qui restent frileux pour les raisons qu'on a évoquées. Une activité partielle de droit commun qui est encore finalement favorable, pas de possibilité d'individualiser l'activité partielle, une réduction d'horaire qui est limitée. Et puis, on a aussi un taux d'indemnisation, c'est vrai, plus élevé en fait dans la branche Syntec que dans le cadre de l'activité partielle, ce qui fait qu'en fait, certains employeurs essayent, via des accords d'entreprise dérogatoires, d'aller sur le droit commun et donc des niveaux d'indemnisation plus faibles. Voilà. Et puis aussi l'obligation de négocier un accord dérogatoire d'entreprise pour mettre en œuvre un PSE en parallèle. Voilà. En tout cas, ce qu'on constate chez les employeurs qui mettent en place la PLD, l'objectif, c'est bien le maintien des compétences clés en vue de la reprise, et puis la formation des salariés pour effectivement préparer les salariés aux métiers stratégiques qui vont bénéficier, qui vont être porteurs en fait dans le cadre de la reprise. Et là-dessus, les entreprises peuvent être aidées notamment par des aides publiques, par le Fonds national pour l'emploi en particulier. Voilà. Paul ? Oui. Ouais, au niveau timing, on a pas mal avancé. Il y a peut-être des questions à ce stade ou des interventions sur le chat. N'hésitez pas, sinon je te laisse continuer. Mais voilà, on est un petit peu en retard sur le timing. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas.
Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Ouais, bonjour Christophe Hérault, délégué syndical chez Technip Énergie. Donc, bon, je voulais vous remercier pour cette présentation. Très concrètement, chez nous, on a subi aucune baisse de charge, ni aucun chômage partiel, ni rien du tout. On est dans l'ingénierie pétrolière et sauf qu'on a quand même été protégé et qu'on a basculé en télétravail. Donc, du coup, je n'ai pas énormément de questions, mais je voulais vous remercier là, pour votre présentation qui m'a donné un éclairage un peu plus large. Voilà, mais sachant que voilà, à l'horizon, il n'y a rien de tout ça qui semble se dessiner pour nous. Voilà. Donc, mais je vous ai bien écouté. Merci beaucoup. D'accord. On n'est pas au bout du webinaire, hein, Christophe. Hein, je reste. D'accord. Merci. Donc, petit retour d'expérience aussi sur combinaison APLD et PSE. Alors, c'est vrai que l'idée de l'APLD, c'est d'abord que ce soit effectivement une alternative au PSE. Hein, c'est de se dire effectivement, au lieu de licencier les salariés, on va réduire leur niveau d'activité, ce qui va permettre en termes de gain de masse salariale, finalement, d'atteindre les objectifs nécessaires à la pérennité de l'entreprise. Voilà. Et en fait, ce qu'on constate, hein, nous, c'est notre retour d'expérience, c'est que parfois, les employeurs sont même surpris, effectivement, des gains de masse salariale que peut permettre la PLD. Et donc, que c'est finalement un dispositif tout à fait compétitif, je mets des guillemets, par rapport au PSE, sachant qu'un PSE, ça coûte cher, hein, vous le savez, en conseil, en procédure, en indemnité, en mesure d'accompagnement. C'est tout des coûts en fait, qu'on ne va pas retrouver dans la PLD. Donc, finalement, si on est sur une optique de baisse d'activité sur 2-3 ans, l'APLD, de manière purement financière, est un dispositif tout à fait compétitif. Donc, c'est vrai que, le cas échéant, on vous encourage à pousser votre employeur à faire des simulations et puis à vous faire aider par votre expert pour faire ces simulations, pour montrer que finalement, l'APLD est un dispositif qui va permettre avantageusement de répondre aux objectifs économiques de l'entreprise, aux nécessités économiques de l'entreprise. Alors, APLD et PSE, donc si l'objectif de la PLD est bien de remplacer le PSE, on a eu un certain nombre de cas où les deux se sont faits concomitamment. Donc là, l'objectif de la PLD n'est pas de… Fabrice, il faudrait peut-être avancer les slides là, parce qu'on a… Ah oui, c'est le slide d'après, Fabrice. Voilà, c'est le slide d'après. Ouais, pardon. Et donc, effectivement, si normalement l'objectif de la PLD, c'est de remplacer le PSE, on a dans un certain nombre de cas des dispositifs APLD et PSE qui sont concomitants. En fait, là, l'idée, c'est la PLD. La PLD a pour objectif non pas de se substituer au PSE, mais de réduire le nombre de suppressions de postes dans le PSE. Hein, et donc, effectivement, l'idée, c'est que la salariée en APLD vienne en déduction du nombre de licenciements. Donc là, par contre, il faut se méfier, c'est un mécanisme assez complexe, hein, on l'a vécu, de combinaison des deux dispositifs, et notamment l'articulation entre finalement la désignation des salariés concernés par la PLD et la désignation des salariés qui vont être licenciés par les critères d'ordre est une mécanique juridique assez complexe et un peu touchy qui demande un peu de travail. Et là-dedans, dans ce cas-là, on vous recommande vivement de vous faire accompagner de votre expert, le cas échéant d'un avocat également. APLD et APC, donc c'est possible, hein, on l'a vu effectivement dans plusieurs cas, mais en fait, ça n'a pas eu beaucoup de succès. Hein, du coup, bon, on a déjà parlé, nous, des réserves ou à tout moins des points de vigilance, hein, qu'on mettait sur l'APC. En fait, dans ce cas-là, l'APC a relativement peu d'intérêt parce que ce qu'on a dit, l'APC, il est intéressant dans la période actuelle, notamment pour les entreprises de votre secteur, en fait, par exemple, de permettre des baisses de masse salariale et donc des baisses de rémunération en fait, temporaires sur une période de 2-3 ans. Mais c'est ce que permet tout à fait également la PLD, avec finalement un coût bien moindre pour les salariés, sans que ça soit désavantageux pour l'employeur. Donc, très concrètement, l'APC comme outil pour réduire temporairement les coûts salariaux, en fait, ce n'est pas le meilleur outil et la PLD le fait très bien au bénéfice des salariés. Si jamais les dispositifs APC et APLD étaient combinés, il faut juste être vigilant. Dans ce cas-là, si par exemple on a un APC qui prévoit des baisses de rémunération,
être vigilant pour que dans le calcul de l'indemnisation APLD, on se base bien sur un salaire de référence avant APC pour pas que les salariés finalement perdent sur les deux tableaux. Bon, je pense que là, sur les points de vigilance, on les a évoqués rapidement. Puis je vois effectivement le timing, l'heure qui avance, et je me dis que c'est aussi bien effectivement d'avoir des échanges. Bon, l'APC, on l'a vu, hein, il y a peu d'accords conclus, mais en tout cas, les points de vigilance qui nous semblent vraiment importants sur l'APC, si jamais il y a une négociation qui s'ouvre, c'est de bien réfléchir à l'APLD comme substitut en fait, favorable à l'APC. Et puis, si jamais vous allez vers la signature d'un APC quand même, il faut vraiment être vigilant à ce que les dispositions de l'APC et les impacts de ces dispositions soient bornés dans le temps, et donc de prévoir effectivement des dispositions qui permettent un retour aux dispositions intérieures une fois que la crise est passée. Et puis évidemment, dans ce cas-là, si un APC, prévoir dans l'accord une disposition qui engage l'employeur en termes de maintien dans l'emploi. PSE, les petits retours d'expérience. Bon, nous, ce qu'on a vu très concrètement, c'est qu'on a quand même les employeurs qui ont tendance à surestimer le nombre de suppressions de postes, c'est-à-dire qui dressent en général un tableau assez noir. Alors, c'est vrai que le contexte est incertain, notamment pour le secteur automobile et le secteur aéronautique, même si du coup, on commençait à y voir un peu plus clair. Voilà. Et donc, il y a vraiment un enjeu pour les IRP, c'est établir vraiment le juste niveau de suppression de postes. Et puis de mettre en avant comme alternative un dispositif APLD, alors soit en lieu et place complètement du PSE, soit à minima comme un dispositif qui permet de réduire significativement le nombre de suppressions de postes. Alors, petit retour d'expérience aussi, c'est vrai que en fait là, pendant le premier confinement et puis pendant toute la crise, le télétravail s'est énormément développé, hein, alors un peu de manière forcée, un peu à la hache. Mais c'est vrai que ça a pu donner certaines idées, ou confirmer en tout cas certaines idées à des employeurs qui peuvent avoir l'impression que, même si nous on se rend compte que ce n'est pas vrai, certains employeurs qui peuvent avoir l'impression que le travail peut être fait à distance sur un champ plus large que ce qu'ils imaginaient précédemment. C'est vrai que finalement, ça a été un accélérateur de l'offshoring. Voilà. Et donc, du coup, il y a un enjeu aussi dans les PSE pour les IRP de bien distinguer dans la suppression de postes ce qui va relever de la baisse d'activité, de ce qui va relever finalement d'une accélération de l'offshorisation de l'activité. En associant notamment à l'offshorisation toutes les difficultés que ça peut engendrer, à la fois sur la qualité du travail et sur les conditions de travail des salariés qui vont rester en France, en Europe occidentale. Mais ça, vous le savez mieux que nous, tout ce qui est effectivement perte de contact avec l'activité du client, temps perdu à piloter à distance, avec des temps de suivi, des temps de contrôle, des temps de reprise du travail, les multiplications des réunions à distance, qui finalement sont véritablement générateurs de travail empêché et de mauvaise qualité du travail. Voilà. Et puis, un point qu'on a vu notamment dans les entreprises d'ingénierie, et ça, c'est la mécanique d'application des critères d'ordre, c'est qu'effectivement, on peut avoir des salariés qui vont être licenciés par application des critères d'ordre, qui sont pourtant chez des missions, chez des clients qui sont maintenus et qui vont être licenciés et donc qui vont être remplacés par des salariés dont le poste est supprimé, mais qui ne sont pas désignés par les critères d'ordre. Et donc finalement, les PSE, ça peut induire des mobilités internes entre les différentes missions qui peuvent être vraiment compliquées, alors à la fois pour les sortants, pour les entrants et pour les collègues sur la mission. Et donc, on vous encourage sur les PSE à bien anticiper ce type de difficultés et le cas échéant à prévoir des dispositifs de tunnage d'accompagnement qui soient aussi respectueux de tout le monde, des entrants, mais aussi des sortants. Dernier point sur les PSE, ce qu'on a pu constater, c'est que mettre en œuvre un PSE dans un contexte de télétravail généralisé, c'est compliqué. Et on a du coup une situation d'isolement qui va se rajouter à une situation d'insécurité dans l'emploi, ce qui fait un cocktail assez détonnant, en fait, assez délétère en termes de santé au travail.
Et c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Voilà. Et un sujet qui est un sujet de discussion du coup avec votre employeur, le cas échéant. Je ne sais pas s'il y a des questions du coup sur le sujet. Sur ces sujets-là, je repasse la main à Fabrice sinon. Oui, merci Paul. Donc on a vu, on a passé en revue différents dispositifs qui peuvent être déployés, APLD, PSE, APC. Donc voilà, il y a beaucoup d'acronymes. On nous a demandé dans le chat ce que voulaient dire tous ces acronymes. Donc vous avez des réponses qui ont été données dans le chat. N'hésitez pas à vous y référer. Maintenant, on va revenir un peu sur des considérations globales et plus particulièrement sur finalement les transformations que les évolutions qu'on constate dans le secteur IT, les transformations qui en découlent sur les compétences et les métiers. Alors, effectivement, une fois qu'on a dit ça, ce qu'on constate, et c'était déjà le cas avant la crise sanitaire, mais en fait, la crise sanitaire est venue en fait amplifier ce mouvement, encore une fois, c'est qu'on a effectivement beaucoup de nouveaux métiers, de nouvelles compétences associées qui émergent. Et tout ceci est assez largement tiré, en fait, par, bien sûr, les évolutions technologiques sous-jacentes. Donc là, on est vraiment à la fois du côté des ESN comme du côté des ingénieristes et aussi du côté des éditeurs de logiciels dans des dynamiques de rupture technologique majeures et rapides qui, du coup, ont un effet en fait, sur les compétences qui vont être recherchées par les employeurs. On a là, sur ce slide, vous voyez qu'on a représenté en fait deux dynamiques parallèles, mais pas forcément si éloignées, d'une part chez les ingénieristes et au sein des ESN, où on a du côté des ESN des perspectives de retour à des niveaux d'activité pré-crise sanitaire qui se dessinent déjà. Et on va en principe assez rapidement retrouver ce qui était déjà le cas avant la crise sanitaire, c'est-à-dire des tensions en fait, au recrutement pour des compétences nouvelles et ou rares, avec effectivement derrière de l'inflation salariale, alors qui n'est pas une mauvaise chose, comprenons-nous bien. Si les salaires augmentent, en tout cas, nous, de notre point de vue, à Syndex, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, ça peut déséquilibrer en fait, les grilles de rémunération en interne quand vous avez de nouveaux arrivants qui arrivent avec des niveaux de rémunération bien plus élevés que des salariés qui sont déjà là depuis un certain temps. Donc, ça recèle effectivement certaines difficultés. Donc, on a à la fois des compétences très valorisées, rares, qui vont être pas forcément très disponibles sur le marché. Et de l'autre, on a effectivement d'autres compétences qui, elles, sont en train de se banaliser et du coup, ça soulève en fait des problématiques de maintien de l'employabilité pour les salariés concernés. Donc, on va voir un peu plus de détails un petit peu plus loin. Et du côté des ingénieristes, la photographie se rapproche de ça, mais quand même légèrement différente. C'est que les perspectives de retour au niveau d'activité pré-crise sont plus éloignées que pour les ESN. Donc, on a quand même des risques sur l'emploi qui sont plus importants. Et c'est ce qu'on a vu avec ce que Paul nous a présenté il y a quelques minutes. On a vu qu'il y avait un certain nombre de PSE et de réorganisation qui avaient été menées en fait, chez les ingénieristes. Donc, on retrouve bien cette problématique. Et puis, voilà, les employeurs vont avoir à l'idée malgré la baisse d'activité, quand même de maintenir les compétences. Et du coup, on peut avoir alors, soit en fait des réorganisations qui poussent à la sortie les salariés, soit des réorganisations en interne avec des repositionnements de salariés vers des secteurs plus dynamiques. Donc, voilà, par exemple, j'ai mes équipes aéronautiques, voilà, j'ai plus d'activité sur l'aéronautique, il va falloir que je les repositionne sur un nouveau secteur auprès d'autres clients. Donc tout ça, in fine, ça a comme point commun, c'est qu'il y a quand même véritablement des enjeux forts
de parcours pour les salariés et de formation, notamment quand on parle de formation, vraiment très spécifiquement de maintien de l'employabilité. Et voilà, maintien de l'employabilité voulant souvent dire monter vers les nouvelles technologies émergentes. Alors ici, on revient un peu sur les perspectives d'emploi, hein. Donc, on a des chiffres, hein, qui émanent de différentes enquêtes qui nous renseignent sur le fait qu'il n'y a pas véritablement de fléchissement des offres d'emploi en ce moment dans le secteur IT. On a encore un certain nombre d'entreprises, là on vous communique le chiffre de 78%, hein, selon une étude, des entreprises interrogées qui déclarent avoir toujours l'intention de recruter des profils IT en 2021. Donc on revient sur ce qu'on disait, hein, cette résilience en fait, du secteur IT, hein, post-crise sanitaire. Par contre, on est un peu plus inquiet du côté des salariés, hein, c'est assez normal. Du côté des salariés, effectivement, on a le sentiment quand même que le marché est moins porteur et pour le coup, il est effectivement encore pour l'instant moins porteur, mais dans les mois qui viennent, ça devrait quand même aller un petit peu mieux. Et puis, on retrouve ce contraste, hein, que j'évoquais déjà entre les compétences valorisées, rares. Alors, c'est devenu un peu la tarte à la crème, mais on évoque beaucoup le data scientist, le profil de data scientist, hein, qui serait un profil que les entreprises aujourd'hui s'arracheraient. Et donc, sur le schéma de gauche, hein, vous voyez, alors ça n'a pas prétention à l'exhaustivité, mais vous voyez un certain nombre de profils qui sont aujourd'hui tout particulièrement recherchés sur le marché, quand d'autres, en revanche, sont en train davantage de se banaliser, avec des enjeux pour les salariés qui seraient positionnés sur ces fonctions-là, de préserver leur employabilité. Donc, du côté des profils recherchés, vous avez effectivement tout ce qui est architecte cloud, la cybersécurité aussi, qui est vraiment un enjeu très, très important et très, très porteur en ce moment. Et on retrouve par exemple le data analyst, toutes les fonctions autour de la gestion des data sont effectivement de plus en plus demandées. Et là, en fait, on était plutôt sur le slide d'avant sur les ESN, on va dire, plutôt sur l'IT strictement. Et là, on est plutôt du côté ingénierie. Là, effectivement, on a dit que l'ingénierie avait été nettement plus touchée. Donc, il y a des dispositifs de soutien aux entreprises que Paul a évoqué juste avant, qui ont permis, en fait, de limiter, même si malheureusement il y en a quand même beaucoup, mais de limiter en fait les pertes d'emploi. Et donc maintenant, on se retrouve en fait avec effectivement un rapport de force qui est en train d'évoluer entre salariés et employeurs. Il y avait précédemment quand même des tensions au recrutement qui pouvaient, d'un certain point de vue, mettre notamment les nouvelles recrues, les profils juniors notamment, un peu plus en position de force. Bon, maintenant, ça se retourne du coup, hein, les prévisions de recrutement des ingénieristes étant plutôt quand même revues à la baisse. Donc, il va y avoir davantage de difficultés pour les juniors à s'insérer en fait sur ce marché du travail de l'ingénierie, avec aussi, comme Paul le rappelait avant, en faisant référence au PSE, une tendance à remettre l'offshoreisation des prestations sur la table, hein. Donc, tout cet aspect offshore, donc quand même un certain nombre d'entreprises étaient revenues pour des problèmes de qualité. Effectivement, l'essor en fait, du télétravail fait se reposer la question de la possibilité de réaliser certaines prestations en étant basé à l'étranger. Donc, on a d'une part ça qui se passe pour les juniors, et puis sur les seniors, là, c'est un peu le même constat qu'on faisait avant, hein, c'est-à-dire, voilà, encore une fois, maintien de l'employabilité et comment en fait rester en capacité de travailler avec un certain nombre de nouvelles technologies qui émergent constamment. Et véritablement, hein, les métiers qui ont véritablement le vent en poupe, là, on a parlé ESN, on a parlé ingénieuriste, mais on a un peu moins parlé des éditeurs de logiciels. Mais c'est vrai qu'on voyait en début de présentation que les éditeurs de logiciels sont vraiment les seuls à avoir véritablement sorti leur épingle du jeu. Il y a une bonne raison à ça, c'est que globalement,
le marché est très, très, très orienté vers le logiciel, vers le développement de logiciels et l'intégration de logiciels, hein, notamment à travers l'essor du cloud. Et donc, effectivement, donc vous voyez que les profils, hein, qui sont les plus en croissance, qui sont attendus le plus en croissance, vous retrouvez en premier lieu les ingénieurs logiciels, notamment DevOps, qui restent quand même véritablement demandés, alors que d'autres profils qui existaient, hein, évidemment depuis un moment, des postes de chef de projet, ingénieur, technicien, tous les métiers des études et conceptions, hein, puisqu'on est là chez les ingénieristes, subissent quand même des évolutions potentiellement défavorables qu'il faut avoir à l'esprit et qui sont des points de vigilance. Voilà, si vous avez des questions là sur ces sujets autour des métiers en évolution, de l'employabilité, des tensions de recrutement, hein, c'est un peu les grandes thématiques qu'on a évoquées. N'hésitez pas. Je vois qu'il y a non, sur le chat, il y a eu des questions, mais qui concernaient en fait la PLD. Bon, on procède comme on a fait jusqu'ici. On va continuer. Et puis voilà, au fil de l'eau, n'hésitez pas, hein. Peut-être une question. Ah ouais, alors Salim nous demande, et sur de l'ingénierie mécanique auto-aéro, là, tu nous demandes si c'est en fait les profils d'ingénieurs mécaniques seraient potentiellement un peu en danger, entre guillemets, à partir du moment où on est sur ces secteurs-là, hein. C'est ça que je comprends. Oui, je vais prendre la parole, hein, ce sera plus simple. C'est mieux, ouais. Merci Salim. Oui, donc moi je suis délégué syndical de la société Bertrand, qui est un concurrent d'Expléo, AK et consorts. Donc tout ce que vous avez dit par rapport à PLD, machin, c'est quelque chose que je connais très bien. Le offshoring, on le vit. Juste pour préciser, là on est en train de finaliser la PLD. Donc pour l'instant on n'a pas prévu de PSE ou de RCC, même s'il faut envisager le pire. Donc on va essayer de lancer des expertises justement pour un peu anticiper à la rentrée. Donc effectivement par rapport à la photo des emplois fragilisés ou en forte demande, c'était effectivement les ingénieurs techniciens, parce qu'il faut aussi parler des techniciens, parce qu'on parle beaucoup des ingénieurs, mais il faut aussi parler des techniciens, les ETAM, parce que nous, dans notre périmètre, c'est ce qu'on appelle les dessinateurs projeteurs, qui eux sont frappés de plein fouet par le offshoring, puisqu'en définitive, c'est ce qui est mis en avant, c'est-à-dire que l'heure d'études faite par un salarié en France est beaucoup plus chère que l'heure d'études dans un salarié dans un pays où les normes sociales sont plus avantageuses pour le client. Donc, effectivement, est-ce que vous avez cette même photo? Je sais que avec les diplômes de transition collective, il y a déjà une photo, mais est-ce que vous avez des précisions justement par rapport à AK, Expléo, qui sont nos concurrents en direct, c'est sur les mêmes périmètres, automobiles notamment. Quelle est la vision que vous avez pour un projeteur mécanique, un ingénieur en mécanique, sachant qu'en effet, tout ce qui est électronique, électrique, pour l'instant, c'est stable et c'est en croissance, on va dire, à date. Après, on verra ce que ça donnera d'ici la fin de l'année. Alors, je ne sais pas si on va être en capacité de te répondre sur une fonction vraiment précise, hein, que tu évoques là. Non, mais c'est clair que tu as raison de souligner ça. Le problème, c'est que tu vas avoir des gens qui peuvent être redéployés d'un secteur à l'autre, chef de projet, ingénieur ou technicien éventuellement dans certains domaines, études par exemple conception, méthode, mais ça dépend aussi de l'emprise du secteur. Alors vous Bertrand, le problème que vous avez, c'est que vous êtes très signé sur l'automobile, quoi, quasiment, c'est une très grande partie de votre activité. Du coup, ça limite les possibilités de redéploiement. Tu vois, chez Altran, ils ont fait un plan assez poussé pour pouvoir effectivement redéployer tous les gens les 2000 personnes qui étaient sur l'aéronautique, pour pouvoir les redéployer au sein d'Altran, mais pour d'autres secteurs comme le nucléaire, comme le naval, comme voilà.
Là, c'est déjà un premier sujet, c'est qu'il faut avoir des clients dans d'autres secteurs pour pouvoir redéployer les profils, quoi. Ensuite, il y a effectivement ce que tu as noté sur Transco. Justement, on va en parler là avec Paul. Peut-être qu'on peut déjà parler de ça après et voir ensuite ta question. Parce qu'il nous reste juste 10 minutes avant la fin du webinaire. Donc, ce serait bien effectivement qu'on puisse évoquer les dispositifs qui permettent de faire évoluer les compétences en interne, les accompagner, vous faire une présentation rapide des dispositifs. Et on reviendra vers toi par rapport à ça. Oui, rapidement, du coup, les dispositifs qui visent à faire évoluer les compétences en interne, les dispositifs de reconversion professionnelle en externe. Alors, faire évoluer les compétences en interne, on a quelque chose qui existe depuis longtemps pour ça, qui s'appelait les accords GPEC, maintenant qui s'appelle les accords GEPP-MM, gestion des emplois, des parcours professionnels et de la mixité des métiers. Alors, bon, il faut rappeler d'abord qu'effectivement, un accord de GEPP-MM, ça n'a pas pour but premier de supprimer des emplois, mais bien, du coup, à ce que les partenaires sociaux s'entendent sur une vision partagée de l'évolution des emplois et des besoins en compétences de l'entreprise. Donc, le partage d'un diagnostic, à la fois sur une situation actuelle et puis sur une situation future, à la fois en termes de c'est quoi les compétences aujourd'hui et les besoins en compétences demain, en lien aussi avec l'évolution du secteur d'activité, avec l'idée effectivement que partenaires sociaux puissent s'accorder sur une stratégie et des outils partagés pour faire évoluer les compétences et l'emploi avec l'évolution des besoins. Donc, ça peut passer très concrètement par l'établissement de cartographie des métiers, des formations, des parcours de formation, des parcours de professionnels type qui permettent des passerelles entre les métiers. Donc, effectivement, aujourd'hui, là, dans votre secteur, c'est un outil qui paraît essentiel pour se poser les bonnes questions, pour faire évoluer les compétences en lien avec l'évolution des besoins du secteur d'activité. Donc, du coup, on rappelle de toute façon que la GEPP-MM, on a une négociation obligatoire tous les 3 ans. Donc, ce n'est pas optionnel, la GEPP-MM. Alors, c'est la négociation qui est obligatoire, ce n'est pas la signature d'un accord, mais en tout cas, l'employeur est obligé d'engager une négociation sur le sujet. Et la conclusion de l'accord, ça passe par un accord majoritaire, où donc 50% ou 30% plus un référendum. Voilà, donc c'est un outil qui nous semble, nous, aujourd'hui adapté, qui demande un peu de boulot de la part des partenaires sociaux et surtout de la direction, parce que ça doit passer par l'établissement d'un diagnostic et puis aussi la construction de dispositifs de formation de parcours professionnel. Mais voilà, dans la période actuelle, ça nous paraît lourd et en fait, ça oblige surtout effectivement les entreprises à se projeter dans une optique moyen-long terme. C'est-à-dire que ça permet aussi de sortir finalement d'une logique qu'on voit quand même souvent, et notamment dans les entreprises d'ingénierie, de dire, voilà, de toute façon, le modèle économique, c'est un turnover particulièrement important. On embauche des compétences. On les utilise effectivement sur des missions spécifiques pendant 2, 3, 4, 5 ans. Et puis après, effectivement, on les sort et on les remplace par l'acquisition de nouvelles compétences via des embauches. Donc, c'est vrai que là, la logique d'un accord de GEPP-MM, c'est aller un petit peu contre ça et c'est de réfléchir à, au lieu de fonctionner avec du turnover pour renouveler les compétences, c'est faire évoluer les salariés et les compétences des salariés au sein de l'entreprise. Alors, petit point de vigilance sur GEPP-MM. Il nous reste 5 minutes, Paul. Ouais, ça peut être transformé comme un outil de restructuration. Puisqu'effectivement, un accord de GEPP-MM peut permettre l'introduction de congés de mobilité, qui sont des modalités de départ volontaires, et qui, effectivement, quand l'accord est mal boutiqué, on va dire, peut permettre effectivement à l'employeur d'opérer des départs de l'entreprise un petit peu au fil de l'eau, avec un contrôle du coup des IRP qui est, une fois que l'accord est signé, quasi inexistant. Donc, méfiance quand même sur ce point-là. Et puis, on a un dispositif nouveau qui est Transco, transition collective. La transition Transco, en fait, l'idée du dispositif, c'est de la mobilité externe, mais à travers, effectivement, une évolution
des compétences et de la formation des salariés entre une entreprise actuelle et une entreprise future. C'est-à-dire, effectivement, l'objet du dispositif, c'est de se dire, on a des secteurs d'activité qui sont en difficulté et qui sont plutôt en décroissance. On a au contraire des secteurs d'activité, des domaines d'activité qui sont en forte croissance et qui recherchent des compétences. Donc, l'idée, c'est de créer des passerelles entre les secteurs d'activité en décroissance et les secteurs d'activité en croissance, en mettant entre les deux des formations longues et qualifiantes pour permettre aux salariés des secteurs en décroissance de se former pour pouvoir accéder et se reconvertir et se reclasser dans des entreprises en croissance qui cherchent des compétences. Et en fait, le dispositif, là où il est significatif quand même, c'est qu'on a une prise en charge importante, avec un niveau de prise en charge qui va dépendre en fait de la taille de l'entreprise, un niveau de prise en charge des coûts de formation, donc à la fois des coûts pédagogiques et puis des coûts salariaux par l'État. Donc du coup, quelque chose qui peut être finalement très peu coûteux pour une entreprise qui va voir ses salariés rentrer dans le dispositif Transco et rentrer donc du coup dans des dispositifs de formation longue avec comme objectif des reclassements externes dans notre secteur d'activité. Alors la condition pour mettre en place ce dispositif, c'est un accord de GEPP qui va identifier notamment dans l'accord de GEPP les métiers fragilisés de l'entreprise, et c'est bien les salariés de ces métiers fragilisés qui vont être identifiés dans l'accord de GEPP qui pourront accéder au dispositif transition collective et donc effectivement en lien avec leurs conseillers en évolution professionnelle, le CEP. Voilà. Du coup, avec effectivement l'appui de l'opérateur de transition collective dans la région et de l'OPCO. Voilà, donc quelque chose d'assez léger en fait en termes de procédure, la condition étant l'établissement d'un accord de GEPP pour l'entreprise qui va former ses salariés pour que les salariés effectivement puissent se reclasser dans notre entreprise. Et les entreprises accueillantes, elles, finalement, ne prennent part au dispositif qu'à travers l'embauche du salarié après sa formation, mais il n'y a pas d'engagement contractuel initial de l'entreprise en croissance ou en développement qui va accueillir les salariés. Voilà, j'ai essayé d'être super rapide sur Transco. Merci Paul. J'étais un petit peu voilà. pressé sur la fin. Non, mais c'est normal. Sur les slides. L'objectif, c'est de respecter l'horaire de 12h30 qu'on s'était fixé. Voilà, alors bon, vous voyez, les dispositifs, il y a quand même beaucoup de… Enfin, ils sont nombreux déjà. Ils sont assez complexes. Donc, évidemment, voilà, sachez que à tout moment, vous pouvez nous joindre, Syndex. Donc là, on va vous envoyer la présentation par mail. Vous avez nos coordonnées en dernière page. Voilà, donc vous pouvez vraiment nous joindre par téléphone, nous écrire par email si vous avez des questions autour de tout ce qu'on a vu ensemble ce matin. N'hésitez pas. Et puis, on espère vous revoir bientôt. Bonne journée à tous. S'il y a une dernière question, on a encore 1 minute, mais sinon, voilà, on vous souhaite un bon déjeuner.